bonsoir, chers téléspectateurs, bienvenue, merci de nous suivre. Que retenir des 100 jours du gouvernement Talon? C'est la question que nous allons poser à nos invités ici en plateau ce soir. En effet, depuis le 6 avril dernier, la gouvernance au Bénin a changé de cadence avec l'avènement d'un nouveau régime qui prône la rupture et veut creuser les sillons d'un nouveau départ du discours d'investiture aux réformes engagées en passant par la formation du gouvernement et le nouveau visage donné à l'administration. Les actes ont-ils suivi les paroles? Ce débat citoyen nous permettra de scruter et surtout de critiquer l'action du gouvernement tout en permettant aux personnes ressources ici mobilisées, donc dans l'assistance, de faire des recommandations pour la suite car le président est élu pour 5 ans et non pour 100 jours. En plateau, donc, avec moi, à ma droite d'abord, je commence par présenter nos différents invités. Gustave Sonon, ancien ministre d'État chargé des Transports. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Juste à côté de vous, Francis Lalayet, politologue. Monsieur Francis Lalayet, merci d'être avec nous ce soir. De l'autre côté, et à ma gauche, José Tonato, il est le ministre du Cadre de Vie. Bonsoir, monsieur le ministre. Et le ministre Garde des Sceaux, le ministre Joseph Diogeno également est avec nous. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Alors, cette émission, il faut le rappeler, nous a été offerte par OSIWA et le WANEP afin de permettre une participation citoyenne des Béninois au débat national sur les réformes engagées. J'ai avec moi également en plateau Prévert Noterou, car l'ORTB appuie Canal 3 dans la réalisation de cette émission. Prévert Noterou, bonsoir. Jean-Eudes, bonsoir. Chers invités, bonsoir. Téléspectateurs, bonsoir. Alors, Francis Lalayet, vous êtes politologue. Alors, quelle analyse faites-vous du style Talon après 100 jours de gouvernance? Le style d'un président est toujours lié à sa personnalité. Il y a le contexte également qui intervient, mais qui n'efface pas la personnalité. Et donc, de ce point de vue, il y a une différence sensible entre les deux présidents, je veux dire le président Yahi, qui avait son style lié à son caractère, à sa personnalité, et le président Talon. En ce qui concerne le président Talon, je dois dire que le style, pour ce que j'ai vu au cours de ces 100 premiers jours, est assez sobre. C'est un style assez sobre, assez dépouillé, assez pragmatique aussi. Mais quand on parle de personnalité, c'est toujours avec des qualités et des défauts, et par conséquent, avec des avantages et des inconvénients. Le président peine à se débarrasser de sa casquette d'homme d'affaires avec beaucoup plus de discrétion. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une difficulté qui était prévisible. Ce qu'il faut éviter, c'est la confusion entre les intérêts privés et l'intérêt public. Vous élisez quelqu'un, il vient avec son background, il vient avec ses gens de confiance, il vient avec... à la limite, il a tendance un peu à transporter au niveau où il est élu le contexte dans lequel, à travers les hommes, je veux dire, à travers les habitudes, un certain nombre de mécanismes, dans lequel il avait agi jusque-là. Je dis un président en général, donc à plus forte raison, le président Talon. On verra bien à l'exercice ce que ça donne, mais c'est sûr que quand vous avez des réflexes, ça ne disparaît pas du jour au lendemain, même si vous devenez chef d'État. Gustave Sonon, vous êtes ancien ministre d'État chargé des Transports. Aujourd'hui, vous êtes dans un tout autre rôle. Votre passage au gouvernement, du moins le gouvernement auquel vous avez appartenu, a été beaucoup plus caractérisé par une hyper-médiatisation. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. De votre côté de spectateur, malgré vous, quel regard portez-vous sur ces 100 premiers jours? Le style est lié à la personnalité. Et même si vous êtes des jumeaux, vous n'avez pas forcément les mêmes caractères. Et par rapport à ça, la seule chose que nous déplorons, c'est la discrétion totale qui caractérise la gouvernance. Une fois élu président de la République, il devient homme public. Et nous avons l'obligation de savoir ces mouvements, ces choses-là. Mais nous sentons aujourd'hui qu'il y a une discrétion totale. C'est difficile de se départir de ses habitudes, mais je crois qu'au cours de l'exercice, il se rendra compte qu'il est pour tous les Béninois et qu'il a même l'obligation d'être moins discret. Après 10 ans de, entre guillemets, beaucoup de bruit et puis une omniprésence dans les médias et dans tout, est-ce que le peuple n'a pas aspiré légitimement à un peu plus de calme? Aujourd'hui, on a tôt à comparer la fin
du régime précédent, caractérisé par l'usure du pouvoir, à cette ferveur en 2006. Non, c'est pourquoi il n'y a encore rien de nouveau que nous voyons actuellement. En 2006, tout ce qui se passe là, on l'a vu aussi. On a vu tout ce qui se passe, on a vu. On peut aller cas par cas, vous allez voir. Le président en 2006 a été élu à 75%. C'était la ferveur populaire, on veut tout changer. Il y avait la rigueur, on nommait les directeurs, on les sautait le lendemain. Pour moi, il n'y a encore rien, totalement différent. Par rapport aux 100 jours, d'abord, je me suis posé 1000 questions pour savoir mais pourquoi on dit qu'on veut apprécier 100 jours. Dès que les gens sont élus, même tous les jours, on doit pouvoir apprécier. Et la preuve, si ce n'est pas qu'on apprécie, les gens ne vont pas trouver que le gouvernement fait de rétropédalage, encore que ce n'est pas rétropédalage. Moi, je dis non. Tout gouvernement responsable, lorsqu'il pose un acte, doit être à l'écoute de son peuple. S'il se rend compte que le peuple n'est pas d'accord, il doit rapidement changer. Donc pour moi, ce n'est pas rétropédalage. Cela dit, par rapport à ces 100 jours, il y a des acquis qu'on peut mettre à l'actif fort du gouvernement et aussi des points de faiblesse. Parlons plus du style Talon, du style de gouvernance adopté par le président Talon. Les autres intervenants tout à l'heure parlaient de la discrétion. Alors, monsieur le ministre Joseph Tchogbenou, pourquoi cette discrétion? Pourquoi est-ce qu'on sent aujourd'hui que la presse locale est un peu isolée et l'information officielle circule pratiquement tout le temps via les réseaux sociaux? Pourquoi? Je suis parfaitement d'accord avec vous que le style, c'est l'homme. Et l'homme ici, je suis aussi d'accord avec vous, non pas très précisément un homme d'affaires, c'est un homme issu de profession libérale. Mais qui reste un homme d'affaires? Nous allons en parler. Premièrement, caractérisé par une sorte d'appropriation et de considération du temps qu'il considère et que les hommes d'affaires considèrent qu'ils n'ont pas. Time is money. Deuxièmement, de la prévision. Troisièmement, de l'organisation. Et on retrouve ces trois caractères à travers le style. Le style que vous avez appelé la discrétion, c'est vrai. Mais quand on parle de discrétion, on parle d'humilité, on parle de modestie. Et c'est fondamentalement une approche philosophique, quasiment doctrinale du pouvoir. Il vaut mieux avoir un président de la République, soit humble, discret, mais qui se préoccupe des réponses essentielles, qu'un président de la République qui soit tout le temps en mouvement, qui se préoccupe moins des réponses aux questions. Mais cette discrétion dont vous parlez suscite après beaucoup de polémiques parce que les débats sont là, il faut régler des problèmes. Les problèmes sont réglés, mais on n'ouvre pas le débat. La population n'a pas accès à l'information, les journalistes n'ont pas accès à l'information. Et après, la plupart des sujets, la plupart des grandes décisions sont sujettes à polémique. Je comprends bien. Je comprends bien que vous puissiez dire que dans l'organisation de l'État, dans l'organisation de l'administration, dans le fonctionnement du pouvoir exécutif, il y a éventuellement un problème de communication, mais c'est l'État. Ce que nous devons rechercher, ce n'est pas un homme, une institution. Et c'est là aussi une option fondamentale, le renforcement des institutions. Et on ne peut pas non plus dire que le président de la République est resté cloîtré dans son palais et qu'à aucun moment, il ne s'est autorisé, d'une part, à s'exprimer, d'autre part, aller à la rencontre des populations, et de troisième part, aller à la rencontre des partenaires stratégiques du Bénin. Il a un style différent, il assume. Est-ce que le président Talon, aujourd'hui, ne peut pas écouter un tout petit peu les populations, ne peut pas écouter aujourd'hui ce que réclament l'ensemble de ses compatriotes et s'ouvrir un peu plus? La perception que j'ai, je vois un homme qui est extrêmement préoccupé par ce que pensent les populations. Il est à l'écoute en permanence et vous interpelle sur ce que pensent les populations, sur ce qu'on dit, et ce qui se dit partout. Il faut attirer votre attention sur un fait. En 2006, il n'y avait pas ce développement des réseaux sociaux. Il n'y avait pas cette facilité à inventer l'information, y compris à l'intoxication, à la fabriquer et à la faire circuler. C'est fondamental. C'est une dimension qu'il faut intégrer. Mais je voudrais simplement dire ce que moi j'ai observé depuis 3 mois, un peu plus de 3 mois. J'ai vu un homme d'action, pressé, préoccupé par les engagements qu'il a pris avec un timing d'une précision extraordinaire. Il
j'ai l'impression qu'il n'a pas le temps de parler, qu'il n'a pas le temps de communiquer, il travaille, et c'est peut-être là que la soif de communication peut s'expliquer, parce qu'on est peut-être passé d'un extrême à un autre, mais est-ce que finalement nous ne sommes pas maintenant dans la normalité, puisque les conseils des ministres se déroulent normalement, il y a un communiqué, il y a un point de presse, il y a un communiqué, et c'est inscrit au journal officiel. Tout se fait, je crois, dans une certaine normalité. Monsieur le ministre, gouverner, c'est communiquer. Un homme politique doit être vu. Les populations veulent voir le président, mais elles ne le voient pas. Elles ne le voient pas dans l'action. Peut-être qu'il fait des choses, mais on ne voit pas le président de la République. On a le sentiment qu'il y a une crainte, il y a une méfiance. À partir de 6h, 7h, avec son petit agenda, tous les rendez-vous se tiennent à l'heure. Tous les rendez-vous. De sorte qu'on peut considérer que concentrer, le mot c'est la concentration sur le sujet, parce qu'il sait qu'il ne fera que 5 ans. La gestion du temps par un chef d'État qui sait qu'il est limité essentiellement est tout autre que par un homme politique qui sait qu'il peut avoir la faveur du temps. Il gère parce qu'il sait qu'il aura des résultats et que c'est sur ce terrain que les populations l'attendent. Il n'est pas dans une sorte de campagne continue, parce que c'est l'autre dérive que nous avons regrettée. Il faut faire en sorte, par pédagogie, de montrer à notre population que nous avons un État, que nous avons une administration et que le président de la République est un chef d'orchestre. Même dans les ministères, la plupart des ministères, la communication est également absente. Nous avons fait le choix de la gestion efficiente et efficace, de sorte qu'il faut être totalement concentré sur la recherche des solutions par rapport aux problèmes. Dites-nous que sur les questions essentielles, le gouvernement a failli quant au fond et nous pouvons répondre. Si sur les questions essentielles, le gouvernement n'a pas failli, même si, par hypothèse, et cela n'est pas vrai, les membres sont absents du terrain, mais vous pourriez nous reprocher raisonnablement. Très bien. Oui, mais progressivement, on verra avec les différents sujets que le gouvernement n'a pas toujours été présent quand il le fallait. Donc, alors, vous aviez parlé qu'il fallait faire les choses dans la discrétion. Est-ce qu'au nom de la discrétion, on a décidé de supprimer, d'abroger les décrets pris par le régime précédent? On a fait comme un retour en arrière avec les terminologies par rapport du type des ministères qu'on connaissait déjà, qui reviennent. On a comme le sentiment qu'on n'avance pas véritablement. Si le peuple béninois souhaitait poursuivre avec les anciens décrets types, les anciennes dénominations, les anciennes perspectives, l'ancienne manière de faire et de procéder, ce n'est pas Patrice Talon qui aurait été président de la République. Il est élu président de la République pour rechercher les moyens, à travers la loi, à travers les finances, pour atteindre les objectifs qu'il s'est fixés. Il compose son gouvernement, il attribue les missions que lui inspirent les résultats auxquels qu'il veut obtenir. Et de ce point de vue, si, par ailleurs, certains décrets, vous l'observez très bien, dans les derniers mois, quasiment dans le dernier mois de l'ancien régime, avaient été pris et qui ne sont pas en conformité avec la loi, avec les perspectives, il ne faut pas lui reprocher de les avoir en Conseil des ministres retirés. Vous avez appelé cela abrogation. Il ne faut pas lui reprocher de faire les réformes au niveau de l'administration pour atteindre ses objectifs. Nous ne sommes pas essence des conservateurs, mais nous allons nous adapter parce que ce sont les outils pour atteindre les objectifs que le gouvernement s'est fixés. On parle justement de ces décrets, et décisions qui ont été abrogés, annulés par le nouveau régime. Gustave Sonon, vous êtes resté avec Boni Yayi jusqu'à la fin, disons-le ainsi, et c'est vers les derniers mois, c'est dans les derniers mois justement du régime Yayi que ces décrets ont été pris. Pourquoi est-ce que le président a attendu la dernière minute avant de prendre tous ces décrets? Il n'est pas inscrit quelque part à un moment donné où il faut prendre des décrets. Je crois que son pouvoir finit le 5 avril à minuit. Donc jusqu'au 5 avril à minuit, il peut prendre des actes tant qu'il juge que c'est nécessaire. Ce que je voudrais dire, c'est que la notion de continuité de l'État a un peu disparu par rapport au nouveau régime. Parce que l'État, je l'ai toujours répété, l'État est impersonnel.
Et c'est ceux qui sont là qui sont responsables des actes qu'ils posent. Donc, par rapport à ça, ce que j'aurais simplement souhaité, c'est qu'ils aient la notion de continuité de l'État pour qu'on ne dépouille pas Paul pour habiller Pierre, parce que le monde est gouverné par deux idéologies, je l'ai toujours répété aussi, le libéral et puis le socialisme. Par rapport au socialisme, c'est que l'homme est au centre des préoccupations. Si on considère le Bénin, la nation, l'économie qui est réalisée, c'est qu'on a dépouillé des citoyens pour pouvoir réaliser l'économie pour l'État. Donc, de plus en plus, on aura un État suffisamment riche, mais des individus pauvres. Le plus important, ce que nous souhaitons, c'est que l'économie qui est réalisée soit injectée dans des infrastructures pour profiter au grand nombre. Ça, c'est le souhait. Donc, par rapport, ils sont suffisamment responsables pour apprécier ce qui est fait. Mais lorsqu'on dit au dernier moment, bon, c'est par rapport à ça que je ne suis pas d'accord. Sinon, ils ont le droit d'abroger ou de continuer avec. D'après ce que dit Gustave Sonneau, il faut continuer avec l'existant. Et si je ramène ça dans le contexte actuel, continuer avec l'existant, c'est continuer avec l'avion présidentiel qui a été finalisé. Rectifie. Non, non, je rectifie. C'est pas ce que j'ai dit. Qui a été finalisé, dont l'acquisition a été finalisée. Non, 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 je n'ai pas dit avec continuer. Beaucoup d'autres décrets qui ont été pris, beaucoup d'autres actes qui ont été posés. Est-ce qu'il fallait pour le régime Talon de continuer dans ce sens ou alors de procéder comme il a fait, abroger ces décrets et de pouvoir avancer? J'ai envie de Vu dire que nous sommes dans un état très pauvre. Avant de vous répondre que les journalistes, c'est quelque chose. Hein. Moi, quand je parlais du style du président, ce n'était pas en termes de défaut. J'ai toujours préféré, à titre personnel, la discrétion, l'humilité et tout ça. Donc, si je trouve ça chez quelqu'un, quel qu'il soit, je le salue. Mais si on parle de communication, là, on est au niveau de l'appareil gouvernemental. On est au niveau de l'exécutif. Et à ce niveau-là, il y a un problème. Justement. Parce que, quel que soit votre niveau de discrétion, il y a ce que j'appelle le minimum indispensable de communication. Je ne suis pas dans le tout communication. Je ne suis pas dans la communication spectacle. Mais il y a un minimum indispensable de communication. Avons-nous ce minimum aujourd'hui? Et pour ceux qui parlent de gouvernance, justement, la transparence, l'ouverture, tout ça c'est en lien avec la communication. L'accessibilité à l'information, c'est l'un des critères essentiels. Il y a deux choses au moins qui se mettent un peu en balance ici et qui sont toutes les deux vraies. La première chose, c'est le principe de la continuité de l'État. Oui. La deuxième chose, c'est que le principe de la continuité de l'État ne signifie pas que le successeur d'un président de la République endosse automatiquement ce qui a été fait avant. La Constitution dit que le président détermine et conduit la politique de l'État. Il a été élu, je parle d'un président en général, je ne parle pas encore du président Talon. Je parle du principe. Un président a été élu, il a été élu sur une vision, il a été élu sur un certain nombre de choses. La population peut ne pas être d'accord avec des détails, mais on l'a élu pour tenir le pays pendant un certain nombre d'années, pendant un mandat. Une fois qu'il est élu, il lui appartient effectivement, il n'est pas lié par ce qui a été fait par son prédécesseur. En tout cas, il y a des choses dont il peut se défaire. Il ne peut pas se défaire de tout, justement. Et il y a des cas dans lesquels il va chercher à se défaire de choses qui ont été faites avant, mais le coût à payer au niveau de la justice va être extrêmement lourd pour l'État. Donc, dans le principe, oui, pour la continuité de l'État, mais le chef de l'État élu est tout à fait libre, en fonction de ses objectifs, en fonction de ce qu'il estime nécessaire, de dire, OK, ces institutions-là qui ont été créées, moi, je les supprime, j'en ai pas besoin, j'ai une autre vision de la chose. Il est tout à fait libre de ça. Évidemment, la population l'attend au tournant et l'attend en fin de parcours pour lui demander des comptes. S'il fait ça et qu'il fait pire que ce qu'il y a eu avant lui, bien entendu, passez-moi l'expression, les gens ne le louperont pas. Nous allons aborder le second chapitre de cette émission. Mais avant, nous allons retourner la parole dans le public. Nous avons un parterre de personnalités ici et ces invités également vont participer au débat. Notre premier intervenant sera Benoît Degla. Vous allez vous prononcer sur tout ce qui a été dit ici tout à l'heure. Quel est votre rapport et comment est-ce que vous appréciez tout ce qui a été dit ici? Pourquoi 100 jours?
100 jours, c'est une pratique coloniale. C'est les colons qui font ça. Notre président a été élu pour 5 ans. Il y a certaines choses qu'on devrait pouvoir éviter. On devrait avoir d'autres occasions pour l'apprécier, pour apprécier au quotidien le travail qu'il fait. Le style, c'est le style de l'homme. Pour ceux qui le connaissent, ils savent que c'est en lui, cette discrétion, cette humilité. Seulement, il devrait imprimer cela sur son équipe, son gouvernement. Il l'a composé selon les compétences de chacun. Il y a un porte-parole du gouvernement. Il y a un secrétaire général du gouvernement. Il y a un secrétaire général de la présidence. Mais je vous avoue, les mercredis, je m'ennuie. J'ai refusé de suivre cette communication spectacle du ministre d'État Koupaki. Ça ne sert à rien. Ça ne nous apporte rien, puisque c'est toujours inachevé. Il faudra attendre que ce soit le ministre et le secrétaire général Ouéourou, qui sort 2 jours après, se communiquer pour qu'on puisse savoir effectivement de quoi il est question. Je crois qu'on doit éviter de nous faire peur. Les 4 Béninois qu'on nomme, ils sont fils de ce pays. Et ceux qui sont là sont fils de ce pays. Et un gouvernement qui arrive, c'est tout à fait normal qu'il asseye son équipe, qu'il mette en place les cadres avec qui il doit travailler. Donc, faire partie de quelqu'un ne doit pas faire l'objet de clandestinité. Ça doit se savoir. Et ceux qui arrivent, on doit pouvoir les connaître. Pourquoi la pratique communicationnelle qui est celle d'aujourd'hui cache les choses? Et c'est ce qui fait que la population s'interroge. Qui sont ceux que vous désirez? Qui sont ceux qui sont nommés? Ont-ils les compétences? Ont-ils les compétences? Je vous dis, il y en a qui n'en ont pas, parce qu'on en connaît. Mais comme c'est fait dans la clandestinité, les noms ne sont pas souvent connus, ils prennent service et se mettent à travailler. Au niveau de la communication, c'est le point sur lequel il y a beaucoup de choses à parfaire au niveau des 100 jours du régime du gouvernement du président Patrice Talon. Merci pour votre rapport, Benoît Degla. Après vous, nous allons entendre le son de cloche de Édouard Loco, qui est présent également dans la salle. Je dois dire que je comprends et je salue même ceux qui disent qu'il y a un problème de communication. Mais moi aussi, est-ce que nous ne sommes pas sujets à une certaine addiction? Quand est venue l'heure de la cure de désintoxication, en fait, c'est juste cela. Voilà un gouvernement qui, juste après tous les conseils des ministres, fait un point de presse pour aborder tous les sujets. Je suis bien placé pour vous dire que quelquefois, le ministre Ouéourou relit et ne met que sa signature. Est-ce que vous comprenez? Donc, il n'y a pas de problème de communication. Ce qui nous manque, ce sont les nominations. C'est vrai, la joie morbide du voisin qu'on a enlevé, ça nous manque. La joie intéressée de mon ami qu'on vient de nommer, ça nous manque. On nous a habitués à ça, mais ce n'est pas ça la norme. Vous n'avez jamais entendu ça. Nous avons copié la démocratie chez des gens. Vous n'avez jamais entendu en France, on est venu à la télévision lire le nom de ceux qu'on a nommés. Même au Sénégal, vous n'entendrez jamais ça. Dans beaucoup de pays, on nous a habitués à il ne manque que les nominations. Sinon, toutes les informations sont données juste après le conseil des ministres. Je mets au défi. Quelqu'un de me dire ici qu'il y a quelque chose qu'on doit dire qu'on n'a pas dit. J'ai entendu aujourd'hui, on a dit que le chef de l'État s'est retrouvé en France, on ne sait pas. Voilà le chef de l'État qui a acheté son billet d'avion, qui a pris Air France pour un événement privé, qui en profite pour voir son homologue français. Pensez que nous allons sortir un communiqué de 2. Je suis bien tenté aussi de faire comme les gens, mais j'ai reçu pour mandat. Je ne veux pas, nous ne voulons pas, le chef de l'État ne veut pas qu'on le mette dans la tête des Béninois. Il veut être dans leur cœur. C'est une autre manière de communiquer. Et nous allons nous habituer. J'ai eu la tentation, par exemple, de faire monter le ministre des Finances au créneau pour annoncer que, eh bien, on va commencer, à l'occasion de ces 100 jours, à apurer les dettes intérieures. Ce genre de communication, je sais qu'on a été habitué à cela. C'est ça que vous avez appelé en son temps la normocommunication. C'est ça la normocommunication. Nous étions dans l'hyper, et vous avez comme l'impression que nous sommes dans l'hypo.
Non, nous sommes dans la normocommunication. Merci à Mais vous. nous sommes nostalgiques de l'hypercommunication. Oui, Et que faites-vous alors? J'ai dit que nous sommes tous, j'en fais partie, nous étions sujets à une addiction. Quand sonnait l'heure de la cure de désintoxication, bon, vous allez voir tout ça là. Les gens sont en train de s'habituer. Déjà au tout début, beaucoup de volets de bois versus toutes les radios. Mais en fait, tout ce qui nous manque, ce sont les nominations. Et je dis, ça c'est pour nos joies morbides ou nos joies intéressées. Alors, nous allons maintenant, merci à vous, Édouard Locaux, chargé de mission du président de la République, il faut le rappeler. Nous allons maintenant passer la parole à l'avocat Luc Martin Ronquenry. Il va se prononcer également sur ce premier chapitre que nous venons d'aborder avant d'aller au point suivant qui concerne justement les grandes décisions prises en Conseil des ministres. Donc, Luc Martin Ronquenry, vous avez la parole. Je vais être bref sur ce point parce que l'essentiel a été dit de part et d'autre. Mais voyez-vous, nous avons été habitués à un style de communication pendant 10 ans. Il y a une accoutumance qui s'est installée. Il est évident que lorsque la cadence a changé, que le style change. Nous avons besoin un peu de temps pour nous habituer. Mais de l'autre côté, on a parlé de communication. Je pense que lorsqu'un nouveau gouvernement vient dans un pays normal où les choses fonctionnent normalement, il a besoin d'installer son administration et pour pouvoir se mettre réellement au travail. Je pense que pour l'instant, il n'y a pas à reprocher véritablement au gouvernement de ne pas donner l'information puisque nous savons aujourd'hui qu'il y a des nominations, que des personnes sont à des postes donnés. Nous savons que, ma foi, il y a des changements, des décisions qui sont prises. Les résultats sont communiqués. Tous les jours, moi, je lis la presse. D'où viennent ces informations? Peut-être dans la démarche, la presse n'est pas suffisamment satisfaite, mais il appartient aussi à cette presse d'aller à la recherche de l'information et de pouvoir prendre à défaut le gouvernement pour l'obliger à réagir de façon un peu plus active. C'est l'impression que j'ai. Moi, j'ai l'information, je suis, et je pense que pour le moment, il faut donner le temps au temps pour apprécier les choses. Merci à vous, Luc Martin Ronquenry. Merci également aux autres intervenants. Nous allons donc revenir ici en plateau et progresser dans ce débat, aborder maintenant les grandes décisions qui ont été prises en Conseil des ministres. Je vais commencer par vous, Maître Diogbenou. La dernière décision, justement, c'est l'annulation des concours frauduleux. J'ai envie de dire que c'était même la première décision, puisque le premier Conseil des ministres, déjà, s'est prononcé sur ces concours frauduleux, avait suspendu tout ce qui était admis pour ce concours. À la fin, les concours ont été annulés. Je ne veux pas m'attarder trop sur l'annulation de ces concours, mais finalement, est-ce que cette annulation ne sera pas, comment je vais dire, inutile si les auteurs, les coupables restent en liberté? Nous sommes dans un état de droit. Il faut combattre l'impunité autant que la vindicte populaire. Nous ne pouvons pas combattre la vindicte populaire et en tant qu'incarnant l'État, faire en sorte que les personnes qui ne sont que suspectées et qui demeurent présumées innocentes fassent l'objet de sanctions sans procédure. L'État disparaît lorsqu'il y a des sanctions sans procédure. Il y a une commission qui a fait son travail d'enquête et il y a des organes de l'État. Le gouvernement a fait le sien, a rendu la décision attendue et rentrant dans le cadre de ses prérogatives. Il appartient à l'administration, en ce qui concerne les sanctions disciplinaires, qui aussi, ces sanctions ne sont prononcées qu'à l'issue de procédures. Il appartient à la justice en ce qui concerne les sanctions judiciaires. Sachons considérer que tout arrive au moment opportun et que nous ne pouvons pas atteindre l'objectif de la lutte contre l'impunité en faisant en sorte que les personnes soient lâchées à la vindicte populaire. Je voudrais juste dire, vous me permettrez, M. Sauron, l'État a une continuité. Elle a une continuité dans la fourniture du service public. Elle a une continuité dans les engagements. Lesquels engagements sont conformes à la loi? Lesquels engagements sont
conforme aux objectifs principaux. Lorsque, dans le dernier mois de la gouvernance précédente, vous énumérez les décrets pris, lorsque dans le dernier mois, vous faites le point en termes financiers du coût de ces actes, lorsque dans le dernier mois, vous faites le point des procédures initiées pour prendre ces décrets, un gouvernement responsable qui n'agit pas comme nous l'avons fait est un gouvernement complice. Je voudrais juste dire que dans les décrets que nous avons retrouvés, il y en a un portant l'intitulé assez curieux de décret portant redistribution des fonds issus de la vente des véhicules d'occasion aux personnes intéressées. La continuité de l'État, c'est qu'un gouvernement confirme ce décret. Nous avons en toute responsabilité fait le point. Et vous ne pouvez pas être reproché au gouvernement actuel d'avoir systématiquement remis en cause tous les actes qui avaient été accomplis par le gouvernement précédent. Je voudrais terminer sur ce point. Même une société, lorsqu'elle est dans un délai de proximité de la gestion d'un responsable, on appelle une période suspecte. Lorsque on est dans une période suspecte, on accomplit des actes d'administration. Et c'est ça qui nous a finalement convaincus, très rapidement, que pour l'avenir, il faut une loi organique sur l'administration, sur le pouvoir exécutif. Merci, Joseph. Il faudrait que nous puissions nous dire, merci, en tant que Joseph citoyens, je vais donner la parole. Je vais donner la parole à votre collègue. Je vais donner la parole à votre collègue pour qu'il puisse également se prononcer sur ces concours frauduleux. Vous avez dit tout à l'heure que les responsables, les coupables seront punis. Ils ne seront pas livrés à la vindicte populaire, mais ils seront punis. Et j'ai envie de vous dire, mais vous avez mis la charrue avant les bœufs. Parce qu'en principe, ne fallait-il pas sanctionner, la question vous est adressée, M. José Tonanto, fallait-il pas sanctionner avant d'annuler ces concours? On ne peut pas faire campagne pour la rupture et verser dans la continuité, verser dans une certaine continuité. Pour en revenir au concours, il faut voir la démarche. Suspension, pour comprendre ce qui s'est passé. On a mis une commission en place, on a compris. On a compris qu'il y a des gens qui n'avaient pas déposé de dossier qui ont été déclarés admis. Il y a des gens qui se sont inscrits dans un concours qui ont été déclarés admis dans d'autres. Il y a des gens qui ne se sont pas présentés qui ont été déclarés admis. Et je peux citer les exemples à la paix. À partir de cet instant, on décide d'annuler. Et maintenant, on passe la main à la justice pour que ce qui doit être fait se fasse. C'est très bien de dire. C'est vraiment dans la démarche, dans la logique, dans l'évolution de la connaissance du dossier. C'est comme ça que vous avez mis en place une commission. Les membres de la commission disent aujourd'hui n'avoir jamais demandé l'annulation du concours. Est-ce que vous êtes au courant? Vous savez que tout au moins vous allez nous porter ce crédit que nous sommes toutes des personnes assez responsables. Le rapport est disponible. Le rapport de la commission est disponible. Nous n'allons pas supputer sur ces questions. Nous sommes quasiment dans une république Facebook et WhatsApp. Donc si nous avions caché des informations, vous ne les auriez pas retrouvées et il n'y a pas de procédure de dénégation, de contestation, de signature devant vous. Une commission a été mise en place et vous savez que nous avons, le président de la République y a nommé des personnes compétentes. Laquelle commission a considéré que le concours organisé dans ces conditions est frauduleux. Irrégularité sur toute la ligne. Votre collègue l'a dit tout à l'heure. Le président de la République, le Conseil des ministres, le gouvernement avaient la responsabilité de retirer l'acte, de retirer ce qui est faux de la République. Le faux corrompt tout. Il faut aérer un peu. Et donc nous avons retiré cela. Il appartient maintenant, par rapport aux sanctions, en ce qui concerne les personnes, le gouvernement ne peut pas sanctionner. Le gouvernement ne peut pas agir comme la justice. Et donc, en ce moment-là, nous allons saisir les juridictions compétentes à cette fin. Alors, Gustave Despaux-Sonon, comment avez-vous fait au niveau du régime des fins pour laisser passer autant de légèreté dans l'organisation des concours? Ou bien il était question pour vous de récompenser le personnel de campagne des élections précédentes? Il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne se trompent. À cette échelle-là? Et j'ai eu à dire tout à l'heure qu'il faut qu'il y ait la continuité de l'État. Mais j'ai ajouté en même temps que ceux qui sont présents sont responsables des actes qu'ils posent. C'est à eux de juger
s'il faut continuer avec ce qui existe ou annuler. Donc je n'ai pas Nous dit sommes et d'accord. que je n'apprécie pas l'acte d'abrogation ou ceci. Très, Et très que bien. vous êtes responsable. Je crois que c'est ce que j'ai dit. Et dans toutes les interventions, je crois que nous sommes en phase. Absolument. Je n'ai jamais dit, une fois qu'il y a continuité de l'État, vous venez, vous allez drainer tout le passif jusqu'au bout. Là, demain, ça veut dire que vous êtes complice si éventuellement il y avait telle ou telle chose. Merci. Par rapport au concours, j'ai eu à dire à d'autres occasions que j'apprécie la démarche du gouvernement dans ce sens. Parce que le gouvernement, ayant été alerté par le peuple, et ça a fait l'objet de campagne pendant les élections, le premier conseil des ministres a dit « bon, je suspends », a mis en place une commission qui a déposé son rapport. Contrairement à ce que vous dites que les membres de la commission ont dit qu'ils n'ont... Non, les membres de la commission émettent un avis. C'est le gouvernement qui a commandité l'étude, qui prend la décision. Les membres de la commission peuvent dire n'annulez pas, le gouvernement peut annuler. Les membres de la commission peuvent dire annuler, le gouvernement peut ne pas annuler. Est-ce que vous êtes pour l'annulation? Non, je n'ai pas lu le rapport. Mais avec ce qui est rapporté, je suis en phase avec la décision prise par le gouvernement. Et le gouvernement précédent, lorsque en 2012-2013 a eu les mêmes problèmes et a mis en place une commission, il a procédé à l'annulation. Vous ne pouvez pas, si les faits, ce qui est relevé, si ça savait que c'est juste, on ne peut que aller à l'annulation. Et comme nous sommes dans un état de droit, il faut que les voies de droit soient exploitées pour finir avec ce dossier. L'annulation des concours frauduleux, est-ce une décision politique ou bien une mesure sensationnelle? Cette question a défrayé la chronique. Le gouvernement a bien fait de ne pas se contenter de reprendre à son compte ce que tout le monde disait et qui semblait évident pour tout le monde. Il a fait ce qu'un gouvernement responsable doit faire, s'informer suffisamment, aller jusqu'au fond du dossier, tirer les conclusions de ce qui lui a été proposé, de ce qui lui a été remis comme travaux dessus. Donc, je n'ai aucun problème avec ça. Alors, il reste encore beaucoup de décisions qui ont été prises. On va choisir quelques décisions, permettre aux deux membres du gouvernement de réagir très rapidement, environ une dizaine de minutes, sur ces différentes décisions et permettre maintenant de l'autre côté aux invités de pouvoir réagir. Concernant la nouvelle carte administrative, c'est vrai que les autres gouvernements pouvaient également prendre cette décision. Alors, tout le monde se dit aujourd'hui c'est une décision courageuse du président Patrice Talon, mais est-ce qu'il n'y a pas un peu d'opportunisme là-dedans? Certains ont parlé de courage. Bon, si c'est flatteur pour le président de la République. Mais à partir du moment où la loi l'a dit, il a, en Conseil des ministres, pris les décisions qui s'imposent. Nous avons intérêt à ce que l'État revienne au cœur. M. Souron parlait tout à l'heure de l'appauvrissement des individus au profit de l'État, de l'État aux dépens des individus. L'État doit être riche, l'État doit être présent, l'État ne doit pas reculer. Et c'est cette idée-là qui conduit les actions que mène actuellement le président de la République. Donc quand nous allons renvoyer la parole dans le public tout à l'heure, nous avons laissé la ministre de l'Enseignement supérieur se prononcer justement sur la fermeture des écoles privées dans le domaine de la santé. Donc, je vais rester avec vous, donc, Monsieur José Toronto, pour dire que le Conseil des ministres a pris également des décisions concernant l'érosion côtière, où on a instruit également le ministre des Finances de prendre des mesures rapidement pour que des actions urgentes soient menées. Il y a eu également cette décision concernant la commercialisation du bois, où il y a eu un rétropédalage. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui par rapport à ces deux décisions? Très rapidement. Merci, M. Mitokwe. Je voudrais dire d'abord que le découpage territorial est un acte d'aménagement du territoire. Je suis en charge de l'aménagement du territoire et je sais que depuis 20 ans, la non-désignation des chefs-lieux a bloqué le développement de ce pays, a bloqué le développement de certaines villes qui auraient pu recevoir des investissements, des infrastructures qui sont dévolues à un chef-lieu de département. C'est fondamental. J'observe que le programme de société, le projet de société du président Talon parle du 31 décembre pour désigner les chefs de département. Il l'a fait avant le 30 juin. On découvre que la zone d'Apapa de Domé, à Cotonou ici, qui était une zone totalement stabilisée, du point de vue de l'érosion côtière, s'est déstabilisée depuis quelques mois. Simplement parce que ailleurs,
On a fait les travaux d'agrandissement et de modernisation du port. On a rallongé les pieds d'arrêt de sable de 300 mètres. Du coup, ça tape ce côté-là. Normalement, dans un projet comme celui-là, il y a ce qu'on appelle l'étude d'impact environnemental et social, qui définit clairement les impacts négatifs qu'il faut corriger, atténuer. Si l'étude d'impact n'avait pas été biaisée ou truquée, on aurait intervenu à Akpakpa de Domé. Donc le gouvernement a pris la décision, tout en recherchant des ressources pour faire ça, d'engager la procédure. Et aujourd'hui, nous avons complètement finalisé les études au niveau avant-projet détaillé. Nous sommes devant la commission des marchés. Nous allons lancer et le gouvernement va payer au moins l'avance aux entrepreneurs en attendant qu'on trouve du financement. Pareil au niveau de la zone de Grand Popo, Ila-Kandi, où les travaux de protection côtière au Togo, vous savez que dans les conventions internationales, il est interdit à un État de protéger la côte à moins de 10 km d'une frontière. Le Togo a protégé, excusez-moi, jusqu'à moins de 2 km de notre frontière. Du coup, les effets se sont déviés chez nous et nous courons aujourd'hui le risque de perdre une bande de terre de 23 km si on n'agit pas vite. Alors, dans le cadre du projet avec la Banque mondiale et le PGMU, nous sommes en train de finaliser les études. Nous recherchons les financements pour qu'une réflexion globale soit faite sur toute la côte pour qu'on détermine de façon précise où est-ce qu'on protège, où est-ce qu'il est pertinent de protéger et où est-ce qu'il faut laisser la côte rester dans une situation dynamique. On revient sur la question de l'érosion côtière. Vous savez, il est nécessaire de faire une sorte d'état des lieux en cette matière parce qu'il y a une avalanche de milliards dans cette affaire d'érosion côtière. Il y a eu même des ordonnances qui ont été prises par le passé, mais rien. Alors, quelle est la situation réelle à ce niveau-là? La situation réelle est que, c'est vrai, il y a eu une avalanche de milliards, comme vous le dites. On a protégé la côte à l'est de l'épi de Siafato. Quand vous dépassez l'épi de Siafato, qui est au droit de Palm Beach et du PLM Hotel, cette zone-là, jusqu'au kilomètre, je crois, PK 8.5, ou un peu plus, il y a 7 épis qui ont été réalisés. Mais ce travail n'est pas allé au bout, puisque quand on a effectivement fait ce travail de modernisation du port, les épis se sont déchaussés. Il faut maintenant aller draguer du sable, remettre les épis d'Aflot. Donc, il faut intervenir aussi rapidement là-bas, intervenir à Akpakpa de Domé, intervenir à Ila-Kandi, intervenir au droit de l'embouchure du Roi. Il y a les zones critiques que nous connaissons très bien, que nous surveillons et que nous suivons aujourd'hui avec les études qui sont en cours. Mais c'est vrai, la protection de l'épi, des épis de la côte à l'est de l'épi de Siafato a coûté la bagatelle de 40 milliards. Si vous êtes au courant de ce genre d'intervention, de ce genre de travaux, je ne dirais pas que c'est trop cher payé. Je ne dirais pas que c'est trop cher payé parce que c'est des travaux lourds. Ailleurs, on les couple avec de l'aménagement touristique en faisant un deuxième bras, en faisant des brises-lames pour que la barre qui est trop forte chez nous soit stabilisée pour qu'on puisse faire aussi également du développement touristique. On va permettre à nos invités le droit de réagir également par rapport à ce sujet. Concernant d'abord la carte administrative, le gouvernement Talon a réussi là où vous n'avez pas pu trancher. C'est un point positif à mettre à l'actif du gouvernement parce que le vrai développement doit commencer par la base et on doit l'encourager. On doit encourager le gouvernement pour poursuivre pour que véritablement les communes retrouvent, je vous l'ai dit, même si vous vous retrouvez à Malanville ou à Cotonou, que vous puissiez avoir le même service public. Nous allons repartir dans le public pour écouter, pour donner la parole à Herman Menton qui va se prononcer sur les concours frauduleux. Ensuite, nous allons donner la parole à la ministre Marie-Odile Atanassor qui va se prononcer sur cette décision que j'avais abordée tout à l'heure concernant la fermeture des centres de formation privés dans le domaine de la santé. Par rapport au concours frauduleux, tout à l'heure, le ministre Garde des Sceaux a dit, bon, on prend ce qui est normal, comme c'était anormal, comme du sensationnel, comme ce qui est bon. Moi, j'avais dit que le concours là n'avait pas autre destination que l'annulation. J'avais même déconseillé à ces candidats déclarés admis de ne pas offrir des cartons de vin, de champagne ou de cabris à ceux-là qu'ils estiment être responsables de leur succès. Aujourd'hui, c'est courageux. Le gouvernement précédent l'a fait. Nous sommes d'accord. Maintenant, il faudrait aller très vite pour ne pas pénaliser ceux-là, parce qu'on a parlé de la reprise. Il y a l'âge qui avance pour certains candidats. Il ne faudrait pas que la reprise mette du temps
pour que ceux-là qui sont déjà à la lisière de l'âge qu'il faut pour accéder à ce concours-là soient pénalisés. Ça, je souhaiterais vivement ça. L'autre chose, et vous allez me permettre de profiter de ces 2 minutes-là, et je voudrais m'adresser au garde des Sceaux, c'est par rapport à cette commission, la commission qui a travaillé sur les réformes politiques et institutionnelles. Je veux parler du coût. Mais je voudrais demander si c'est déjà le top donné sur ça. Oui, je ne sais pas si vous pouvez encore me donner la parole pour en parler. Oui, absolument. Merci beaucoup pour pouvoir revenir sur ce sujet. Merci infiniment. Il était prévu qu'on donne la parole également au ministre Marie-Odile Atanasso, mais je crois que Marie-Odile Atanasso va prendre tout à l'heure la place de Joseph Diogbenou en plateau parce que le ministre Joseph Diogbenou doit nous quitter pour une urgence. Joseph Diogbenou, dans la discrétion, va nous quitter également. C'est encore ça le gouvernement de la rupture. Mais avant de vous laisser partir, nous allons parler d'abord des réformes politiques. Et mettons à planter le décor tout à l'heure. Nous allons parler des travaux de cette commission. Je vous ai entendu dire la dernière fois sur l'ORTB, c'était toujours cette semaine, que la commission était consultative. La commission était consultative. Alors, si cette commission était consultative, pourquoi avoir passé autant de temps à faire des auditions et à écouter différentes personnalités, différentes personnes avant de pouvoir prendre ce rapport? Simplifions les choses. Le président de la République a souhaité et l'a soutenu pendant la campagne procéder à des réformes qu'il considère comme des réformes importantes. Vous avez dit, depuis 20 ans, on n'a pas fait on n'a pas mettre en œuvre la carte administrative. La raison, sans doute, c'est dans le modèle politique de notre pays. Et donc, dit, il faut agir là où il le faut. Il n'y a pas au monde une seule commission qui n'ait pas un caractère consultatif. Je voudrais dire que, sur le fond, nous aurons sans doute d'autres occasions, mais il faut considérer que nous avons intérêt à changer le modèle politique de notre pays. On dit souvent que le président de la République a fait l'option pour lui-même d'un seul mandat. Il a fait cette option pourquoi? Parce qu'il considère que celui qui veut fondamentalement changer le modèle politique doit s'engager à ne faire qu'un seul mandat. Là, il faut que nous évitions de faire la confusion entre la promesse forte du président de la République à ne faire qu'un seul mandat et l'option fondamentale du président de la République à faire en sorte que dans notre Constitution, à l'avenir, le mandat unique soit inscrit. Sur la question des avantages et des inconvénients du mandat unique, on pourrait revenir, mais sur la question du traitement financier de la Commission. Justement. Mesdames et messieurs, c'est une invitation. Attendez, M. Diogbenou, on vous a longtemps entendu sur cette question, sur la question du traitement financier. On dit que les membres de la Commission ont reçu chacun 10 millions. Ça fait pour les 350 millions. Les 150 millions qui restent ont servi à quoi? Je ne voudrais pas faire. C'est la question nouvelle. Je ne voudrais pas. Monsieur le ministre, vous aviez perçu les 10 millions? Voyez, ce que si vous étiez le président de la Commission. Ça fait 2 questions. Je vous prie, messieurs les journalistes, le travail de la Commission ne se réduit pas à cela. Et la qualité de chacun des membres ne se réduit pas à cela. La qualité, Elisabeth Poyon, la qualité de Robert Dossou, la qualité de Maurice Aranzo-Glelet, la qualité de Zinzino. Nous ne faisons plus le procès des 10 millions que les membres de la Commission ont perçus. Mais certains membres de la Commission estiment qu'ils ne savent pas à quoi ont servi les 150 millions qui restent, par exemple. Je voudrais vous prier, nous sommes dans un État. Nous sommes dans un État. Vous avez des services financiers publics. Je n'en suis pas un. Je ne suis pas spécialiste des finances. Si vous considérez qu'il y a un seul franc, un seul copec qui a été mal utilisé, démontrez-le. Je dépose mon tablier du jour au lendemain. S'il est démontré qu'il y a un détournement, s'il est démontré qu'il y a une prévarication sur un seul franc, ne réduisez pas la vie des gens, le passé des gens, à une question d'argent. Je voudrais dire, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il ne faudrait pas que nous soyons amenés à cette considération, je ne sais pas, sous la forme d'un racisme contre le noir. Si le président de la République avait choisi des constitutionnalistes français, belges, et les avait payés en euros, la question ne serait pas posée parce que pourquoi eux, ils sont étrangers. Oui, monsieur le ministre. Combien de fois vous avez posé la question? Oui, monsieur le ministre, on sait que vous êtes un excellent avocat. Alors finalement, qui est-ce qui défend le bas peuple, le Béninois lambda qui n'arrive pas à se nourrir alors qu'on paye 10 millions?
aux membres d'une commission, monsieur le ministre. Et mon confrère Prével Théo a cherché à comprendre si vous, membre de la commission, président justement de cette commission, si vous avez perçu également les 10 millions. Vous n'avez pas répondu. Les 10 millions sont perçus par les membres de la commission. Donc le président également. Absolument. D'accord. Absolument. Mais qu'est-ce qu'il y a de mauvais en cela? Sur les questions relatives à l'argent, nous sommes entourés d'une pudeur. Que nous sommes dans un contexte où il y a suspicion là où il y a l'argent. Que nous sommes dans une culture où on ne déclare même pas ce que l'on gagne. Que cela constitue une préoccupation et pour certains même une occupation. Mais il faut assumer, lorsque l'on met en place une commission pour travailler dans un délai déterminé, avec la qualité des personnes, il faut mettre les moyens. L'État a accepté de mettre les moyens. Tout le reste, c'est un jugement de valeur. Et lorsque l'on choisit de poser les actes comme nous l'avons posé, on assume par anticipation d'être jugé. Monsieur Joseph Debré, nous allons vous laisser partir parce que vous avez une urgence justement. Il y a encore beaucoup d'autres sujets concernant notamment votre secteur, la justice, ce bras de fer avec les magistrats et tout dont on devait parler. Mais avant de partir très rapidement, il y a eu cette réconciliation entre les frères protestants, cette réconciliation qui a été conduite par le chef de l'État lui-même en personne. Et finalement, on se rend compte que deux partis qui étaient en conflit, une partie qui détient une décision de justice et qui voulait l'exécution de cette décision de justice, le chef de l'État contraint ces deux parties à une réconciliation. La question que je veux vous poser aujourd'hui en tant qu'avocat, d'abord, est-ce que finalement une réconciliation fut-elle conduite par le chef de l'État et au-dessus d'une décision de justice? Entre toutes parties opposées, à tout moment, en toutes circonstances, les parties peuvent se réconcilier. Peut y avoir un accord, peut y avoir un protocole, même après le prononcé d'une décision. Même au moment de l'exécution d'une décision. Parce que recherche-t-on? C'est la paix. La décision n'a pas pour objectif de diviser. Si la division devrait être approfondie, consacrée, il est préférable pour les parties de trouver un accord. Si on se mettait dans l'hypothèse de la décision de justice, rappelez-vous, ça fait les années 2000, qu'on n'a pas pu exécuter. Si on était resté dans l'hypothèse de l'exécution de cette décision, vous aurez un groupe au sein duquel la division aurait été profondément consacrée. C'est une question de foi, c'est une question de religion, et c'est une question d'hommes et de femmes. C'est sur le terrain de ce que c'est une question d'hommes et de femmes que l'État est intéressé. Parce que nous sommes garants de la paix, le gouvernement est garant de la paix. Tout ce qu'il faut pour prévenir la paix, nous sommes favorables. Ça se propage parce que religion, football et litige domaniaux, ça se propage. Hein. Je vais vous poser la question d'une autre manière. Le président n'intervient pas dans les divisions entre les religions. Le président n'intervient pas dans les divisions en ce qui concerne le football. Le président laisse déguerpir, même contrairement à ce que la loi a prévu, qu'est-ce que vous aurez dans la société. Nous avons besoin à la fois... C'est dans cette société qu'il y a également la justice, M. Diogbenou. Mais est-ce que vous posez la question de savoir si ce que nous avons fait est contraire à la décision de justice? Si nous avons refusé d'exécuter la décision de justice, est-ce que c'est l'État qui exécute en ce qui concerne la décision de justice? Est-ce que les responsables des deux églises vous ont dit qu'ils ont été contraints, vous ont dit qu'ils n'ont pas renoncé à l'exécution de la décision de justice? Monsieur le ministre, c'est nous qui vous posons les questions. Eh bien, c'est moi qui réponds en vous posant les questions. Répondez. C'est moi qui réponds en vous posant les questions. Je vous prierai, et je prierai chacun. L'épreuve de la réconciliation et de la réunification de l'Église protestante méthodiste du Bénin est une épreuve difficile. Nous avons à côté du carburant et nous avons de l'allumette. Ne prenez pas l'allumette encore une fois pour mettre ça dans le carburant. Cette Église a besoin de se retrouver. Et c'est chose absolument admirable que maintenant de savoir que des frères, que des familles divisées iront prier sur les mêmes lieux de culte. Et si c'est un reproche que l'on fait au président de la République, il accepte ce reproche avec ferveur et avec enthousiasme. Alors, Monsieur Gustave Devpo, vous êtes ancien ministre du président Boliaï. Alors, la commission des réformes politiques et institutionnelles a déposé son rapport. Entre autres propositions, il y a cette question de mandat unique. Certainement, vous avez eu écho donc de ce rapport. Quelle analyse faites-vous de ce rapport? Merci beaucoup. Il faut dire que par rapport à la réforme constitutionnelle, je me suis posé 1000 questions.
Je me suis posé 1000 questions parce que je me suis dit, en 1990, les pères fondateurs de notre constitution, ils avaient fait des analyses pour en arriver à un mandat renouvelable une seule fois. Aujourd'hui, quel problème nous voulons régler en se disant qu'il faut aller à un mandat unique? C'est la question fondamentale que je me suis posée. Et je me suis rendu compte que ce qui gêne aujourd'hui, c'est que actuellement, le président de la République, on a l'impression que le président de la République est le tout-puissant. Elle est tout-puissant et qu'il faut équilibrer les pouvoirs. Mais le problème n'est pas au niveau... arriver à équilibrer le pouvoir par les tests. Dans tous les cas, lorsqu'on va donner maintenant le pouvoir à la justice, ce sont des hommes qui sont là-bas également. On risque d'assister à la même chose. Donc par rapport à mandat unique ou à cette réforme constitutionnelle, moi la seule chose que je trouve, c'est la réforme du système partisan qui est le plus important. Par rapport aux émoluments, c'est vrai, moi, c'est le principe seul que je condamnais. Lorsque vous confiez un travail à quelqu'un, il y a les pédièmes qu'il faut payer et il y a aussi les honoraires. Les honoraires ne sont pas liés au déplacement. Je peux rester à Cotonou, vous me confiez quelque chose, vous me payez en termes d'honoraires. Mais si c'est supprimé au niveau des petits fonctionnaires, pourquoi encore rester à Cotonou et créer une confiance et payer une certaine somme? Par rapport au montant et autres, je dis c'est à la discrétion du gouvernement, je n'apprécie pas. D'accord. Alors, M. Francis Laleye, au nombre des propositions faites par la Commission, quelle est la réforme qui paraît la plus urgente à votre avis? Si vous parlez d'urgence, c'est la Cour des comptes. Le mandat unique n'est pas une urgence et personnellement, je suis contre. Les pays d'Amérique latine, je crois qu'ils doivent être 16, 13 ou 16, avaient tous adopté le mandat unique dans les années 80, 70, 80. Ils sont tous revenus aujourd'hui, sauf 3 qui vont le faire aussi. Ils sont tous revenus au double mandat. Ils sont tous revenus au système que nous avons aujourd'hui. Alors il faut se demander pourquoi. Si c'était si bien. En présente, je crains en fait dans le fond que les avantages que l'on escompte du mandat unique soient beaucoup moins importants que les inconvénients qui en découleraient. Déjà, si vous faites un mandat unique, quelle que soit la durée, vous vous dites, ok, je n'ai plus de motivation à travailler, je n'ai que ma conscience. Si ma conscience me dit, ok, vas-y, donne le meilleur de toi-même, pose le bien de ce pays, ok. Mais si ma conscience me dit, écoute, je m'en fous, pardonnez-moi l'expression, ben écoutez, vous imaginez les résultats. Et vous pourrez avoir quelqu'un qui ferait n'importe quoi. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on prévoit? Il faut automatiquement prévoir des moyens de, je dirais, de destitution, d'impeachment, comme disent les anglo-saxons. Mais imaginez, prenons un scénario, quelqu'un qui est élu pour un mandat unique de, mettons, 7 ans, ou 9, je ne sais pas, qui est là, au bout de 2 ans, tout le monde s'aperçoit que franchement, celui-là, ce n'est pas la peine. On met en branle la procédure. Je suppose même qu'il n'arrive pas à contrôler ni à corrompre les différentes institutions sur le parcours et qu'on arrive à le démettre. On le démet, élection anticipée, on élit un nouveau président. Très bien, on y va. 2 ans après, on se rend compte, ou 3 ans, que celui-là, le nouvel élu, est plein de bonne volonté, mais en réalité qu'il est incapable. On fait quoi? Nouvelle procédure d'impeachment? Imaginez qu'on le fasse 2 fois, qu'on le fasse 3 fois. Et ce n'est pas irréaliste. Soit on va continuer à le faire, soit on va se dire, bon, écoutez, franchement, ce n'est pas ça qu'il faut, mais comme on ne va pas en démettre tout le temps, on ira jusqu'à la fin. Alors on aura gagné quoi finalement? Monsieur Laleye, oui. Au regard des 2 mandats que nous avions connus, avec tous les risques, avec toutes les dérives, toutes les tentatives totalitaristes, alors est-ce que nous allons continuer à aller dans ce sens-là? Pourquoi vous ne parlez pas du mandat de Soglo? Nous pensons, nous avons tendance à vouloir substituer nos choix à ceux-là. La démocratie, c'est la loi du plus grand nombre. Merci beaucoup, Francis Laleye. Nous allons repartir maintenant vers le public pour écouter Serge Prince Abodjan, le professeur Biot Bigou et le politologue Luc Martin Roncari. Serge Prince Abodjan. En 100 jours, moi j'ai observé, et le ministre à côté de moi ne va pas me démentir,
que les autorités ne roulent plus en sens interdit, que les autorités n'ont plus de gyrophare, que les policiers ne sont plus dans le carrefour, etc., etc. Bon, je l'observe et je considère que, sans bruit, quand même, quelque chose a été fait et apaise la population. Parce qu'il n'y a pas longtemps, on a vu des autorités ramasser des simples citoyens qui circulaient. J'espère que ça continuera. Venant aux questions de réforme, je pense que quelles que soient les réformes, et dans n'importe quel pays, nous avons toujours un débat. Il y a toujours des positions, pour ou contre. Mais ce qu'on doit dire et ce qu'on doit rappeler, c'est la mise en œuvre de l'article 3 de la Constitution qui exige que le peuple soit souverain, que le peuple apprécie. Et donc, moi, je refute toute possibilité devant empêcher le peuple de se prononcer sur les réformes. On évoque à ce titre des décisions de la Cour, on évoque, etc., etc. Non, moi, je pense que la souveraineté appartient au peuple. Et il faut que sur des questions de ce sens-là, que le peuple se prononce. Vous vous rappelez, en 90, on nous a dit qu'il est impossible d'écarter des gens parce que c'est antidémocratique. Il y avait des pour, il y avait des contre. Nous avons ramené cela devant le peuple. Et pour vous dire, le Bénin a innové en posant 3 questions au référendum, ce qui n'est jamais le cas. Oui, oui, mais, et non. Le oui l'a emporté et nous avons expérimenté pour la toute première fois, si vous regardez les autres constitutions, une constitution avec, je dirais, une discrimination qui est d'interdire à des gens d'être candidats. Nous allons écouter à présent le professeur Bio Bigou. Je voudrais commencer d'abord en disant que comparaison n'est pas raison. Chaque pays doit pouvoir assumer son histoire. Notre constitution dans la sous-région, je ne suis pas juriste et tout, mais c'est un très beau texte. Ça fait partie des meilleures constitutions. Mais cette constitution a été prise dans quelles conditions? Dans quelles conditions historiques, culturelles, psychologiques? Et comme elle a dit, au moment où le débat se menait par rapport à cette constitution-là, c'est en pensant justement à la jeunesse. Au moment où on a dit père fondateur, les pères fondateurs ne pensaient pas que justement ceux contre qui ils luttaient, que le temps les amènerait aussi à cet âge-là qu'ils voulaient éliminer. Mais une fois qu'ils ont été rattrapés par l'âge, qu'est-ce qu'on a constaté? C'est de pouvoir encore manipuler cette constitution pour rester. C'est pour cela que cette constitution, par rapport à ce que j'en sais, c'était pour régler le problème des premières générations de notre indépendance. Que ça soit clair. Parce qu'il n'y a aucun élément objectif qui puisse dire que c'est à partir de 40 ans que quelqu'un a toutes les qualités pour être président de la République. Pourquoi ne pouvait pas l'être à 30 ans? Pourquoi ne peut pas l'être après 70 ans? Mais le peuple a décidé, et je vais appuyer ce que vient de dire mon collègue. Faisons tout, éclaircions tout le peuple pour que le peuple puisse choisir en toute responsabilité. Donc, de ce point de vue-là, par rapport aux réformes politiques, administratives, moi, personnellement, je suis pour le mandat unique, mais avec des conditions juridiques qui pourraient entourer tout ça. Si, par exemple, quelqu'un vient, moi, je propose par exemple, un mandat unique de 7 ans, mais 7 ans, cela suppose qu'on ait un cadrage. Qu'on ne vienne pas dire on a tel nombre comment on appelle, de portefeuilles ministériels et il faut changer tout, il faut revoir tout, ainsi de suite. Luc Martin-Hongkang, je rappelle, vous êtes également avocat, donc vous pourrez parler également de la situation aujourd'hui qui prévaut dans la maison de justice, ce bras de fer annoncé entre l'UNAMAB et le ministre de la Justice ou le gouvernement. La seule chance que le Bénin peut se donner dans les réformes politiques et institutionnelles, c'est se constitutionnaliser un mandat unique. Un mandat unique, je précise, de 5 ans. Pourquoi? Très rapidement, en 2 mots. Nous avons besoin de ce mandat unique de 5 ans pour, premièrement, régler le problème de la corruption qui, quelles que soient les réformes qui seront mises en place,
donneront toujours le monopole à l'exécutif. Il faut limiter ce délai. Ensuite, nous sommes en Afrique et au Bénin et nous ne pouvons pas nous comparer à d'autres pays qui n'ont pas nos réalités. Donc, comparaison n'est pas raison, mais on peut prendre ailleurs. Seulement, voilà, si nous savons que la démocratie a pour les trois piliers essentiels que sont l'exécutif, eh bien, le législatif et, ma foi, le judiciaire, il faut aussi comprendre que le fonctionnement de la démocratie dans les autres pays ne peut pas aller comme ça se passe ailleurs au Bénin. Il nous faut nécessairement, après cet équilibre des pouvoirs, aller rechercher le partage du pouvoir, et le mandat unique est une forme de partage de pouvoir. Mieux, dans une démocratie, il faut l'alternance. Lorsque vous donnez un mandat de 5 ans fois 2 renouvelable, vous donnez ainsi la possibilité au chef de l'État qui se considère comme roi, parce que c'est les institutions qui nous ont toujours animés dans notre Afrique récente, eh bien, c'est qu'il a 10 ans à faire. Et il fait tout pour vouloir faire 10 ans. Et c'est lorsqu'on s'y oppose que les violences éclatent. Que Dieu nous en ait épargné à ce jour, c'est un autre débat. Au temps du nazisme en Allemagne, Hitler avait un ministre de l'Intérieur qui s'appelait Goebbels Joseph. Et qui disait que la justice ne devrait pas être la maîtresse de l'État, mais sa servante. En démocratie, c'est exactement le contraire. Et c'est ce qu'il faut faire. Je pense que les propositions qui sont en cours tendent vers cela. On ne les a pas encore formalisées, mais il faut pouvoir faire en sorte que gouvernants et gouvernés sachent qu'il y a la primauté de la loi et que les sanctions sont là et que la justice peut frapper. Donnons donc les moyens aux magistrats. Et un magistrat qui fait mal son travail, évidemment qui n'est pas à la hauteur, les structures sont prévues justement pour être sanctionnées. Très rapidement, donc maintenant nous allons écouter Huguette Bopé Nyankadja. On va lui donner la parole pour l'écouter très rapidement et passer ensuite au dernier sujet de cette émission. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Par rapport aux réformes, je crois qu'en ce qui me concerne, celles qui me tenaient le plus à cœur ont été engagées. Parce que j'estime que ce sont celles-là qui peuvent véritablement transformer la gouvernance publique. Je veux parler d'une part de la réforme des ministères qui a conduit à leur réduction et des engagements qui sont pris pour que les critères de compétences, les critères d'objectifs et de résultats gouvernent l'administration publique. Je crois que nous sommes bien partis avec la définition des chefs-lieux de département et également avec la nomination des préfets. Mais il y a maintenant que ce qui a fait qu'après 10 ans de décentralisation, on n'a pas avancé. Les outils n'ont pas manqué, mais ce qui a manqué particulièrement, c'était le transfert des compétences. Et à ce niveau-là, je voudrais vraiment inviter le gouvernement à donner suite à sa décision et à s'assurer qu'il y ait véritable transfert de compétences qui s'entend bien sûr à la fois de transfert de biens, transfert de personnel, donc de cadres qualifiés. Il faut former des gens et il faut que des cadres qualifiés aillent justement faire le travail au niveau déconcentré. Transfert de ressources financières. Sans cela, nous aurons un mécanisme, mais nous n'aurons pas de résultat. Sur le mandat unique, moi, franchement, le mandat unique ne me fait pas peur. Et je dirais même qu'on serait peut-être surpris si, effectivement, on interrogeait le peuple. On serait peut-être surpris de voir que le peuple va faire son choix vers le mandat unique. Qui sait? Écoutez, moi, j'ai suivi le deuxième mandat de Yahi Boni. La moitié de la population béninoise comptait les jours. Si vous suivez la grogne matinale, vous allez voir, il y a des gens qui étaient spécialisés dans ça. Chaque fois qu'il y avait grogne matinale, ils vous disaient, il reste tel nombre de jours à Yahi Boni pour partir.
Et donc, c'est dans ce climat de ras-le-bol total que la question du mandat unique se pose. On pourrait bien être surpris, c'est-à-dire nous, comme disait Francis tout à l'heure, nous autres qui prétendons être plus éclairés que les autres, serions peut-être surpris de constater que la majorité de la population, on dit que chat échaudé craint l'eau froide, choisissent le mandat unique. Et puis finalement, le mandat unique, pourquoi il ferait peur dès lors que les autres mesures, les autres réformes qui l'accompagnent et qui renforcent l'indépendance et l'autonomie des institutions de contre-pouvoir, dès lors que ces réformes-là sont faites, en fait, finalement, qui est tellement indispensable qu'au bout de 5 ans, personne ne peut le remplacer. Je vais me tourner vers vous, Madame Marie-Odile Atanassor, pour parler justement, je l'ai évoqué tantôt, de cette décision prise en Conseil des ministres qui concerne la fermeture des centres de formation privés dans le secteur justement de la santé. Pourquoi cette décision? Nous avons décidé de fermer les centres de santé parce que l'État protège la vie. Et l'État protégeant la vie, l'État protège toute la population. Lorsque nous sommes arrivés, nous avons fait l'état des lieux. Et l'état des lieux est assez décevant dans ce domaine-là. Il y a beaucoup de centres de santé, beaucoup de centres de formation dans le domaine privé qui ont formé des gens et qui ont supprimé la vie à beaucoup de Béninois. Il y a un rapport, une ONG dont je tairai le nom ici, qui a écrit au ministre de la Santé en 2014 et qui a fait le point des décès. C'est triste lorsque vous lisez ces rapports-là. Et nous avons l'ouverture et la fermeture des centres de santé sont régis par le décret 2001 qui a été pris pour pouvoir fixer les conditions. Lorsque vous lisez les conditions qui sont contenues dans ce décret, vous ne pouvez pas ouvrir un centre de santé dans le domaine privé pour former. Parce qu'on vous dit, vous devez avoir l'autorisation d'ouverture. Chaque enseignant qui doit former dans ce centre doit avoir d'abord l'autorisation. Et tout le corps enseignant doit, de façon globale, avoir une autorisation. Et vous devez avoir le plateau technique. Vous devez avoir les enseignants pour encadrer les étudiants. Le décret 2001 a été simplement supprimé pour un autre décret en 2016 qui a supprimé toutes les conditions, qui dit simplement qu'on peut ouvrir un centre de santé de formation. Ce qui est un peu gêné, c'est que lorsque nous avons fait l'état des lieux, il y a beaucoup de centres qui existent et qui n'ont aucune autorisation, qui forment des gens de mauvaise qualité et qui vont tuer nos parents. Le deuxième point qui est un peu gênant aussi, c'est qu'une autorisation a été donnée à des personnes respectables de ce pays le 31 décembre 2015 pour ouvrir un centre universitaire de formation dans le domaine privé de la santé. Et lorsque vous regardez, nous avons fait l'enquête, l'autorisation a été donnée simplement par un arrêté. Vous voyez, un centre de formation qu'on ne donne pas arrêté. S'il était au moins par décret, on sait que tout le gouvernement a intervenu, tout le gouvernement a su qu'il y a un centre comme ça. Le décret a été donné, l'autorisation a été donnée par arrêté, et sur cet arrêté, il n'y a que deux articles. Sur demande de l'intéressé, le centre on peut ouvrir un centre de formation dans le monde universitaire. Cet arrêté sera abrogé et le décret 2016 sera également abrogé et des dispositions seront prises au niveau de l'État pour définir le cadre réglementaire, les dispositions responsables avant l'ouverture de tout centre de santé de formation dans le domaine privé de la santé. Et il y a un autre arrêté qui a été pris pour donner un autre fondé d'établissement le 5 avril 2016. Le 5 avril, c'est vrai que l'État travaille jusqu'à 0 heure, mais je pense que pour des domaines aussi sensibles, on devait rester très vigilant avant de prendre cet arrêté-là. Donc nous avons un peu joué avec la population et dans un État responsable, doit pouvoir prendre cette disposition, doit pouvoir prendre cette décision, et c'est pour sauver la vie, c'est pour sauver la vie de nos mamans. Vous avez un centre cité par l'ONG qui, en moins d'une semaine, a tué 7 femmes. Merci beaucoup, Marie-Odile Atanassor. Nous allons vers la fin de cette émission, mais très rapidement, nous allons repartir à la régie pour écouter d'autres acteurs également qui ont apprécié les 100 jours du gouvernement Talon. Il s'agit des secrétaires généraux des centrales et confédérations syndicales. On fait un tour à la régie, on les écoute très rapidement et on revient pour parler de l'insécurité. Le délai de grâce est à son terme. Ce jeudi 14 juillet, le tout nouveau président de la République, Patrice Talon, boucle ses 100 premiers jours à la tête du Bénin.
Au plan social, le bilan est diversement apprécié. Les acteurs sont unanimes pour reconnaître qu'il faut lui donner plus de temps. Mais nous pensons qu'il faut donner un tout petit peu de temps au chef de l'État pour lui permettre de prendre en charge les dossiers, les maîtriser et ouvrir les négociations avec nous. On peut dire que dans l'ensemble, c'est globalement satisfaisant. Et on pourrait dire assez bien, même s'il y a des choses à redire. Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qu'on peut apprécier dans ce qui a été fait? C'est que la décision de réduire, n'est-ce pas, le train de vie de l'État. On a vu qu'il y a des actes qui ont été posés dans ce sens. Nous avons estimé que dès son avènement, d'abord de former un gouvernement réduit pour éviter les charges de l'État. Deuxièmement, de supprimer toutes les institutions budgétivores qui se promènent par-ci par-là pour rémunérer des hommes politiques déjà enterrés. Ça a été fait. Le nombre de ministres est passé de presque 28, 29 à 21. C'est un effort. Ces appréciations émanant de secrétaires généraux, cela étonne plus d'un. Et c'est peut-être la preuve que l'homme n'a pas encore posé d'actes qui suscitent des critiques. Mais qu'est-ce qui fascine pour autant les responsables de confédération? C'est trop tôt. Déjà, le fait de diminuer le train de vie de l'État, c'est déjà un signe majeur pour dire que ce gouvernement-là a besoin qu'on l'observe. Je dis bien, c'est un signe majeur. Et son accession au pouvoir, vous saviez qu'il y a eu des problèmes de concours frauduleux. Nous avons dit qu'il faut que cela trouve une solution. Donc, parmi les actes posés, il a annulé les concours. Donc ça, c'est à son actif. Même les regards extérieurs ne voient pas le contraire. Depuis sa prise de fonction, le premier jour, qu'est-ce qu'il a fait dans un premier temps? Il a fait la description de ce qui existait. Il a pris du temps quand même pour analyser l'existant. Et qu'est-ce qu'il a fait par la suite? Il a tiré à partir de ce qui existait des enseignements pour dire une synthèse, ce qui lui a permis maintenant d'établir des règles. Si pour l'heure, le bilan semble séduire les acteurs sociaux, il n'en demeure pas moins qu'il stigmatise un certain nombre de choses. Le président doit pouvoir se ressaisir parce que ce que nous constatons, il y a moins de communication et c'est comme si le président était réfugié dans un couvent. On a décidé de ne plus donner des primes dans l'administration, il n'y a plus de primes, mais il y a des gens qui sont bien placés et qui s'en mettent plein les poches parce que une commission qui travaille 30 jours pour prendre 500 millions. En tout cas, dans tous les discours que j'ai écoutés de lui, que ce soit à l'intérieur, que ce soit à l'extérieur, je n'ai jamais entendu un seul mot syndicat. Ça veut dire que nous, on n'est plus utile. Or, vous savez le combat que nous avons mené. Les partis politiques ont été tous noyés. Mais nous, on a fait le combat. On a résisté contre vents et marées. Du côté des citoyens, les difficultés économiques n'ont pas disparu. Mais l'on ne perd pas espoir. Nous avons vu les autres, ils ont fait le temps. Mais avec lui, nous, on est certains qu'avec son mandat unique, il y aurait effectivement une réforme. Parce qu'il a dit qu'il lui vient en 5 ans pour qu'il y ait une réforme politique, une réforme administrative, pour qu'il y ait une transition et pour qu'il y ait la rupture des mauvaises pratiques. Patrice Talon fait son bonhomme de chemin. Son bilan semble positif. Est-ce les mêmes analyses que fait l'opposition? Pour l'instant, cette dernière ne réagit pas. Voilà donc ce reportage de Assiong Kani Assiong sur l'appréciation que font les secrétaires généraux des confédérations et centrales syndicales des 100 jours du gouvernement de la rupture. Nous allons donc continuer cette émission, aborder maintenant le dernier volet. Nous allons parler de l'insécurité et comme nous n'avons pas en plateau avec nous ici le ministre de l'Intérieur, nous allons d'abord faire une dérogation spéciale. Nous allons renvoyer la parole à nouveau dans le public pour écouter quelques experts du domaine de la sécurité. Il y a aujourd'hui l'opération Mamba et tout dernièrement encore une nouvelle opération Fogou. Je ne sais pas si je prononce très bien le nom. Nous allons donner la parole donc au ministre Benoît Degla. Je ne suis pas spécialiste
de sécurité, quand bien même, après mon départ du ministère, j'ai pris goût à la chose que je me suis inscrit pour obtenir un Master 2 en criminologie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je peux dire de quoi il est question, mais c'est fortuitement que je suis arrivé au ministère, un peu comme Sakala fait aujourd'hui. Alors, le problème de criminalité, de sécurité, c'est un problème sociétal. Donc, on ne le règle pas avec un coup de bâton magique. Les raisons de la criminalité sont nombreuses. Mais l'État, à la lecture de notre loi fondamentale, a l'obligation de garantir à chaque citoyen la quiétude, la sécurité. Par conséquent, toutes les forces de défense et de sécurité doivent être mobilisées pour mener cette lutte au quotidien. Je dis, ce n'est pas les noms qui donnent la force à l'opération, c'est les moyens qu'on y met. C'est les hommes qu'on mobilise autour. Et on doit mener nos forces de défense et de sécurité. Le policier doit accepter de travailler avec le gendarme. Le policier doit accepter de travailler avec le militaire. Le militaire ne doit pas se croire supérieur au policier. C'est des choses que nous vivons. Vous aviez sans doute une expertise en la matière avec votre master. Alors, qu'est-ce que vous proposez concrètement? Oui, vraiment, vous voulez que je dise ce qu'il propose? Absolument, parce que c'est aussi une occasion de faire des propositions au gouvernement. Donc et Sakalafia, c'est celui-là qui m'a amené à la politique. Sakalafia, c'est mon grand frère. C'est avec lui qu'on faisait les bas-fonds de Godomé pour faire venir Aïboni. Donc je connais suffisamment assez. Et je crois que nous avons de bonnes relations. J'aurai à lui dire ce que je pense. Le colonel Louis Akani est parmi nous. Il va pouvoir répondre également à quelques préoccupations. Il a ressorti les grands aspects, les difficultés que vivent les éléments en uniforme. C'est bien, il faut ressortir aussi les moyens. Il faut aider les hommes. Il faut y mettre les gros moyens. C'est-à-dire, moi j'ai été directeur des renseignements militaires. Ça veut dire que j'ai sous la main et toute la troupe. On doit connaître ce que vit la troupe, les difficultés de la troupe. C'est important. Comment l'accompagner? On a connu quelques difficultés il n'y a pas longtemps, mais heureusement, le gouvernement a rattrapé des choses, des situations, établir en immédiat ce qu'il fallait rétablir. Mais il faut dire que, à l'instar des systèmes des Nations Unies, le renseignement doit primer. C'est-à-dire qu'il faut en tenir compte pour accompagner les hommes et impliquer également les populations. Donc c'est comme ça qu'il faudra gérer les choses. Oui, mais colonel, c'est vrai que la balle n'est jamais perdue pour celui qui la reçoit. Mais dans la sous-région aujourd'hui, il faut une approche sous-régionale. On est en face de nous, la multinationale du crime, terrorisme, Boko Haram et ses vallées. Mais il faut une approche globale. C'est une bonne question, c'est vrai. Mais nous étions où? Vous avez suivi un peu la situation lorsque la Libye s'éclatait. Vous avez vu le déferlement qui a eu vers le Mali. Le Mali est dans la sous-région ouest-africaine. D'accord? Alors, le contrôle n'a pas pu être fait. Les gens ont eu l'occasion de s'infiltrer, c'est vrai. Aujourd'hui, il est question de reconstruire les choses. Chaque pays est obligé de se prendre d'abord en charge, renforcer son dispositif sécuritaire et surtout en moyen de renseignement. Pourquoi est-ce que la sécurité a été véritablement un réel problème à résoudre pour le gouvernement? Je commence par vous. Merci. Vous savez que les bandits savent aussi peuvent se préparer pour tirer avantage des périodes de transition. Il y a changement de gouvernement. Si on ne prend pas la mesure de risque qu'il y a, ça peut dégénérer. Et je pense que le gouvernement s'est organisé pour répondre assez rapidement et on va vers une certaine normalité. C'est comme ça que j'explique la chose. Mais il ne faut pas perdre de vue que, on l'a dit tout à l'heure, nous sommes dans un environnement aujourd'hui très déstabilisé. La menace terroriste se développe. Et nous avons quand même une certaine vulnérabilité dont il faut être conscient. C'est tout ça qui est pris en compte, les spécialistes en parleront mieux que moi,
Mais ce que je peux dire, c'est que le gouvernement, le président est très conscient de son rôle, de ce qu'il faut faire pour apaiser notre pays, parce que sans la paix, il n'y a pas de développement. Il est à tel point conscient que nous avons également pris en compte la situation qu'il y a dans nos parcs animaliers, dans nos aires protégées, où, tenant compte de cette situation-là, des bandits de grand chemin, des braconniers ont pris d'assaut le parc de la Pendjari, le parc W, avec un braconnage. Vous avez certainement suivi il y a quelques semaines, on a pris des gens à Cotonou qui viennent s'installer dans les hôtels ici. Ils envoient des gens là-bas armés jusqu'aux dents pour aller récupérer et venir. Donc, aujourd'hui, le gouvernement a pris des mesures. Il y a de la patrouille, il y a du ratissage inter-âmes qui est sur place depuis pratiquement 3 mois, de façon continue. Gustave Despossenon, comment appréciez-vous la réaction du gouvernement face au regain d'insécurité que nous connaissons depuis quelque temps dans notre pays? Bon, vous savez, c'est difficile de discuter des questions de sécurité sur un plateau. La seule chose que j'ai déplorée, c'est qu'il serait souhaitable que le gouvernement puisse faire d'abord l'état des lieux, évaluer d'abord, mettre en place son dispositif sécuritaire avant de procéder à la levée des barrières. C'est vrai, les barrières, il faut dire par rapport à l'ancien régime, nous savons très bien qu'il y a les directives de l'UMOA qui réglementent. Absolument. Donc c'est toujours face à la situation que le régime précédent était contraint de créer des postes de sécurité et des postes de contrôle. Mais ces différents postes se transforment systématiquement en postes de contrôle. Et c'est vrai que c'est un nid de corruption. Je suis parfaitement d'accord pour la levée des barrières. Mais toutefois, je dis, un travail en amont devrait être fait et le dispositif sécuritaire ça devrait suivre immédiatement. Monsieur Francis Laleye, votre réaction par rapport à la gestion du climat d'insécurité qu'on connaît dans le pays par le gouvernement actuel? Bon, la plupart de mes prédécesseurs l'ont dit, hein, c'est toujours une question un peu délicate. C'est vrai que cette année-ci et pour cette élection, enfin pour ce début de mandat, le phénomène semble s'être sensiblement aggravé. Ouais. Et bien sûr, on a beaucoup parlé du terrorisme, mais ce qui s'est aggravé, ce n'est pas seulement au niveau de la menace terroriste qui est plus diffuse, qu'on découvre souvent pour le public au moment où elle s'exprime. Ouais. C'est beaucoup plus ce à quoi sont confrontés nos concitoyens, des braquages quasiment, en tout cas dans beaucoup de quartiers. Ouais. Les gens sont violés dans leur intégrité quotidienne. Et ça, c'est lié, je pense, l'une des grosses raisons, et c'est ça aussi le contexte défavorable. C'est-à-dire que l'installation du nouvel exécutif a coïncidé avec la dégradation de la situation économique au Nigeria. Et donc, vous avez une paupérisation qui est croissante, qui est beaucoup plus grande, et on sait toujours comment ça se passe dans ces cas-là. Vous avez beaucoup plus de gens qui se livrent, qui se mettent en marge de la loi, en marge de la société. Donc, c'est dire que le défi est grand, le gouvernement essaie de le gérer. Je sais que ce n'est pas évident de trouver des solutions, et que lorsqu'on les trouve, elles demandent du temps. Merci, M. Francis Laleye. Merci, Gustave Despossenon, ancien ministre d'État chargé des Transports. Merci, M. José Didier Tonato, ministre du Cadre de Vie. Et merci, Mme Odile Tanasso, ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique. Merci, chers amis du public. Et nous sommes pratiquement au thème de cette émission. Une émission initiée par WANEP Bénin avec le soutien financier de l'organisation OSIWA. C'est clair, c'est une série de plusieurs émissions sur des thématiques différentes. En tout cas, en ce qui concerne les 100 jours du gouvernement de la rupture. Non. Je constate encore les difficultés.